Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue surtout. Merci de vous être inscrits à notre webinaire de présentation d'itinéraire à la carte. C'est un ouvrage d'histoire-géographie 6e. Il s'agit d'un fichier à photocopier sur lequel j'ai eu personnellement beaucoup de plaisir à travailler cette année. Et je vais tout à l'heure laisser la parole à Patrick Marquez qui a dirigé cet ouvrage et Anne-Sophie Gras qui est membre de l'équipe d'auteurs qui vont vous présenter plus en détail cet ouvrage. Moi, je me présente, je m'appelle Céline Bulan, je suis éditrice chez Nathan aux sciences humaines. Alors, est-ce que tout le monde m'entend et me voit? N'hésitez pas, pendant que vous vous connectez, à nous envoyer un message si vous rencontrez un petit souci technique. Alors, je vois que les participants sont en train de nous rejoindre. En attendant que tout le monde arrive, je vais vous expliquer comment on va procéder. On va s'organiser en deux temps. D'abord, dans un premier temps, Patrick et Anne-Sophie vont vous présenter la méthode avec un PowerPoint en affichage. Et dans un second temps, on prévoit un temps d'échange d'une vingtaine de minutes ou même un peu plus si besoin pour répondre à vos questions. Donc justement, vous pouvez nous adresser toutes vos questions, vos remarques via l'onglet questions qui se trouve, vous avez une petite flèche orange à droite de votre écran et ensuite il y a un onglet qui s'appelle questions. Voilà, vous pouvez écrire votre question, votre remarque à cet endroit. Carole, Aziza et Grégoire qui travaillent donc chez Nathan avec moi seront là pour recueillir toutes vos questions. Et donc dans la deuxième partie du webinaire, Patrick et Anne-Sophie prendront le temps d'y répondre. Dans les jours qui viennent, vous allez recevoir par mail le lien vers le replay de cette présentation. N'hésitez pas à partager ce lien avec vos collègues qui pourraient être intéressés par cet ouvrage. Vous avez sûrement reçu dans vos collèges l'extrait de notre ouvrage en spécimen, que voici, je ne sais pas si on le voit. Il s'agit du thème 2 d'histoire, donc sur les récits fondateurs, les croyances et la citoyenneté dans la Méditerranée antique. Et donc, on espère que cet extrait vous a plu et surtout qu'il vous donnera envie de tester la méthode avec vos élèves dans votre classe en conditions réelles. Voilà, je pense que tout le monde est là, donc on va pouvoir commencer tranquillement. Je laisse donc Patrick et Anne-Sophie se présenter l'équipe et nous expliquer en quoi consiste cet ouvrage. Merci Séverine. Bonjour à tous. Alors Patrick Marquez, professeur d'histoire-géographie dans un lycée à côté de Rennes, à Bru. Donc depuis 3 ans en lycée et je suis formateur académique également et puis quelques autres missions pour le rectorat. Voilà. Bonjour à tous. De mon côté, bonjour, je suis Anne-Sophie Gras. Je suis professeure d'histoire-géographie en collège. Je travaille dans l'Académie de Rennes depuis 13 ans dans un collège de l'éducation prioritaire. J'ai la chance de faire partie de cette belle équipe d'itinéraire à la carte et de mettre en œuvre dans mes classes depuis 4 ans maintenant la méthode qu'on va vous présenter cet après-midi. Alors, l'équipe que vous voyez apparaître là sur le diaporama sont entièrement composées de professeurs de l'Académie de Rennes. Qui sont engagés depuis de nombreuses années en fait dans différents groupes de production, de réflexion pédagogique et autres. Et le trait commun aussi, c'est que nous sommes tous formateurs dans l'Académie de Rennes, avec des parcours différents, que ce soit par l'INSPE ou par la formation continue, etc., etc. Alors, l'ouvrage que nous vous proposons de vous présenter aujourd'hui s'appuie en fait sur nos propres expériences, des expériences bien sûr de terrain, avec des remontées nombreuses lors de nos formations, mais aussi lors de nos réunions de travail de collègues qui mettent en œuvre ce dispositif pédagogique. C'est un dispositif pédagogique qui peut apparaître complexe, mais on va essayer de vous l'expliquer simplement et qui a trouvé son origine aussi dans une revue qu'on avait publiée dans l'Académie de Rennes qui s'appelait Cabotage. Donc nous avons testé toutes les propositions qui sont dans cet ouvrage et on vous avoue franchement qu'on est plutôt très satisfait de l'efficacité en tout cas de ces méthodes-là. Les élèves adorent et c'est en tout cas un point très positif, on en reparlera.
Alors, l'itinéraire à la carte est un ouvrage assez conséquent, hein, il fait 240 pages, entièrement composé de ressources et d'activités, avec une particularité, c'est que toutes les pages sont disponibles à la photocopie, elles ont été prévues et conçues pour ça, une photocopie qui est libre pour toute une équipe pédagogique dans un établissement. Donc, on est plus dans une logique ici d'achat pour un établissement, pour un labo d'histoire-géographie. Donc, l'autre particularité, c'est que cet ouvrage s'utilise en complément de tout manuel. Il n'est pas nécessaire de posséder dans l'établissement, d'avoir souscrit les manuels Nathan. Hein, on pouvait très bien utiliser cet ouvrage-là avec les manuels que vous avez actuellement. On y propose une démarche didactique assez innovante. Alors, on n'a pas tout inventé, on a plus pioché en fait dans différents courants pédagogiques et on a essayé de mettre en œuvre concrètement une méthode, une façon de faire pour s'adapter en fait au rythme de chaque élève. Et puis cet ouvrage, c'est quand même conséquent, permet de traiter l'ensemble du programme de 6e avec un choix par thème, ça c'était voulu. Donc un choix par thème pour différentes raisons. La première est institutionnelle, hein, parce que notamment les fichiers du SCOL précisent bien qu'on est plus dans une logique de thème. Et l'autre raison, on ne vous cache pas, c'est aussi c'est beaucoup moins chronophage en fait de procéder par thème que par chapitre. Et puis on est beaucoup mieux ancré dans la logique des thèmes du programme. Donc voilà, beaucoup de points positifs, mais on pourra en reparler à la fin. En tout cas, l'intérêt, c'est qu'on est vraiment là dans un ouvrage qui tente de prendre en compte toute l'hétérogénéité de nos élèves et c'est pas si simple. Alors, à la diapo suivante, itinéraire à la carte, on souhaite vous préciser que en fait, il s'articule, c'est un projet qui est né en fait des conclusions et des recommandations d'une conférence, de consensus qui a été organisée en 2017 par le SNESCO et l'Institut français de l'éducation, qui réunissait beaucoup de chercheurs sur une thématique. Le titre était le suivant: différenciation pédagogique, comment adapter l'enseignement à la réussite de tous les élèves. Donc un sujet vaste pour lequel on a beaucoup de choses à raconter. Et on avait été très intéressé par les écrits d'une chercheuse, Alexia Forger, chercheuse en sciences de l'éducation, qui nous invitait en fait à organiser différemment nos séquences et à organiser la différenciation dans nos séquences en 3 phases: avant, pendant, après. Et c'est cette logique que vous voyez apparaître sur le diaporama qu'on a essayé de reprendre dans notre façon de réorganiser nos séquences d'enseignement. Et c'est cette méthode-là que vous allez retrouver tout au long de l'ouvrage Itinéraire à la carte. Alors, découvrons cette méthode un peu plus dans le détail, avec tout d'abord la phase dite avant, tout simplement, pour préparer l'entrée dans le thème. Je vous rappelle qu'il y a 6 thèmes, bien entendu, dans le programme d'Histoire Géo, 7 si vous faites le dernier thème, un monde habité à part. Alors justement, dans cette première phase, dans la phase avant, on commence avec la réactivation. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est la réactivation et surtout à quoi elle sert? Oui, alors la réactivation, c'est pas très compliqué, hein. C'est tout simplement des petits exercices très simples qu'on peut donner en classe ou hors classe aussi, ça c'est important de le préciser. Par exemple, les devoirs faits, tous ces dispositifs peuvent être tout à fait propices à la réactivation. Alors ça permet de mobiliser et de tester les acquis des élèves en amont de la séquence. Et on va mobiliser finalement des attendus qu'on considère comme indispensables pour entrer dans le thème. C'est-à-dire que ça rejoint la pédagogie de maîtrise, hein, c'est-à-dire qu'on n'avance pas plus loin, si vous voulez, si on ne maîtrise pas les attendus qu'on attend. On peut mobiliser, comme vous le voyez sur le premier exercice, des repères hein, qui vont permettre de contextualiser. Par exemple, on s'assure que l'élève sait situer l'Antiquité. On peut aussi
mobiliser par exemple des notions. Les élèves ont travaillé en CM1 sur la distinction, enfin la notion de trace du passé. Qu'est-ce qu'une trace? Comment on écrit l'histoire? Donc ça aussi, on va pouvoir le réactiver. Ils ont appris des choses déjà au début du cycle 3. Et puis, exercice suivant, on peut par exemple aussi travailler sur des méthodes. Hein, par exemple, qu'est-ce que caractériser? Hein, c'est souvent un verbe de consigne que les élèves ont du mal à comprendre. Donc, qu'est-ce que caractériser? Comment on le fait par exemple pour un paysage? Et quel vocabulaire on peut mobiliser? C'est ce que vous voyez là. C'est un exemple extrait du thème 5 sur les littoraux que vous aurez dans la version complète, mais qui ne se trouve pas par contre dans l'extrait que vous avez reçu dans vos établissements. Donc finalement, la réactivation, c'est un temps très court qui permet de préparer l'entrée dans le thème et surtout, c'est là tout l'intérêt, c'est un temps qui va permettre de repérer, d'anticiper certains blocages liés à des lacunes de nos élèves et qu'on va pouvoir peut-être solutionner. Et donc justement, que se passe-t-il quand des élèves ont des difficultés dès la réactivation? Alors, si nos élèves rencontrent des difficultés à la réactivation, c'est très possible, hein, il ne faut pas s'en inquiéter. Ce qu'on leur propose dans Itinéraire à la carte, c'est de faire le point avant de débuter, hein, c'est le tableau que vous avez en haut à gauche de la diapositive, c'est-à-dire que l'élève va réaliser lui-même son bilan en reprenant les exercices de la réactivation et en se positionnant. J'ai réussi, j'ai trouvé difficile. Ça va lui permettre de mieux circonscrire la difficulté rencontrée. Et en fonction de ces difficultés, nous formulons dans la colonne de droite des conseils, un guide, un chemin à suivre en fonction de la difficulté rencontrée. Alors, si ce sont des difficultés dont on estime qu'elles vont être retravaillées dans la suite de la séquence, parce qu'on va retravailler ces notions-là, on va lui dire à l'élève, ne t'inquiète pas, c'est ce qu'on aperçoit à la question 4, le nouveau thème va vous aider à revoir et à consolider vos connaissances. En revanche, si les difficultés portent sur des repères ou des capacités essentielles dont l'élève a vraiment besoin pour entrer dans la suite de la séquence qui est la phase de découverte, eh bien notre proposition, c'est de remédier immédiatement. Ce que disait Patrick, pédagogie de maîtrise, et donc une proposition immédiate pour soutenir l'obstacle rencontré. Cette remédiation, on la propose sous deux formes. Soit effectivement des petits mémos qui sont des aides méthodologiques sur un point particulier. Ici, par exemple, l'élève qui aurait eu du mal à situer la mer Méditerranée, ça va quand même être un souci pour la suite du thème et donc on propose de lui fournir ce mémo. Un autre élève qui aurait eu du mal à se repérer sur une frise et on propose immédiatement un exercice court de renforcement ciblé sur cette difficulté. Notre objectif vraiment, c'est que chaque élève ait eu le temps, après la réactivation, de résoudre les problèmes ou au moins de les limiter, de manière à ce que la phase suivante, qui est la phase de découverte et notamment de découverte du noyau, se passe dans les meilleures conditions possibles pour l'ensemble des élèves. Alors justement, qu'est-ce que le court noyau? Alors, le court noyau, c'est une expression qu'on utilise surtout entre nous. Hein, les élèves, on parle de leçon, hein, tout simplement. Le court noyau, en fait, on est vraiment dans la phase de découverte. Donc, on a quitté le avant, on est maintenant dans le pendant la découverte. Et à l'issue d'une première découverte qui peut être assez transmissive, hein, soit par des petits dossiers, des études de cas en géographie, ça peut être aussi le récit du professeur, ça peut être des exercices très simples. En fait, on va transmettre un court noyau qui est défini par les programmes officiels et surtout, qui est très bien explicité par les fiches ressources et du SCOL, qui fixent des attendus en matière de repères, en matière de points clés, pour tous les élèves du niveau de 6e. Donc à la diapo suivante, pour vous donner une petite idée, le court noyau d'un thème entier, si vous voulez, tient souvent en classe de 6e sur 1-2 feuilles maximum à 3. Donc là, on photocopie en A3 cette page-là. Alors cette page que vous voyez est une page avec les corrigés, hein, qui vous donne une idée de la quantité de contenu que ça représente. Dans le itinéraire à la carte, la page est vierge, évidemment, et sert de support pédagogique pour les élèves. Donc, le court noyau,
c'est l'attendu incontournable, le socle pour tous les élèves, mais ce qui ne veut pas dire, évidemment, qu'il ne peut pas être approfondi ensuite, mais il va être approfondi dans un autre temps de manière différenciée. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire rapidement comment le cours noyau se construit-il? Donc, rapidement, pour construire ce cours noyau, le manuel, quel qu'il soit, Patrick l'a dit, constitue le support du professeur, que ce soit la partie dossier documentaire du manuel ou ce que l'on propose aussi d'exploiter, c'est la partie leçon, la page leçon de ce manuel. On est dans une phase, la transmission, la construction du cours noyau qui est courte, 4 séances par exemple pour ce thème 2 d'histoire, 4 séances pour conduire l'élève, Patrick l'a dit, à avoir les repères, vocabulaire, questions clés, thèmes clés qui sont au cœur de ce noyau. Pour ce qui est de la consignation des acquis, le professeur va guider ses élèves sur ce document support qui, pour l'élève, devient une véritable référence. C'est vrai que dans nos classes, on parle de fiche A3 et tout de suite, les élèves savent à quoi on fait référence. Chers collègues, vous trouverez dans le guide pédagogique une proposition pour transmettre ce noyau aux élèves, le construire avec eux, mais on est tout à fait d'accord pour dire qu'il existe une multitude de façons de mener les élèves vers ces connaissances essentielles. Et donc, une fois que le cours noyau est consigné, que fait-on? Faut l'apprendre. Faut l'apprendre et on sait que c'est compliqué pour nos élèves, que c'est une consigne qui souvent leur fait très peur, apprends la leçon. Et donc, ce que nous proposons dans Itinéraire à la carte, c'est de consacrer, après la consignation des acquis, un temps à apprendre à apprendre. Apprendre à apprendre, c'est-à-dire travailler avec les élèves des outils, des méthodes qui vont leur permettre de gagner en efficacité dans la mémorisation des connaissances. Donc, par exemple, ici, pour le thème 2 d'histoire, on propose aux élèves de construire des questions à partir de leur fiche A3, puis de réfléchir aux réponses. On a positionné les réponses à droite pour que l'élève puisse les cacher, se les poser plusieurs fois. Ça, c'est une méthode d'apprentissage. On en propose d'autres dans l'ouvrage. Ici, par exemple, pour le thème 3 d'histoire, sous la forme de construction de consignes, puis de jeux, parce qu'on croit aussi beaucoup à la coopération pour mieux apprendre. Notre objectif ici, c'est véritablement une manipulation active des connaissances, dépasser là, je lis mon cours, non, je le manipule de façon active pour ancrer durablement le noyau dans l'esprit des élèves. Et donc, pour les élèves, comment savoir si on a bien appris et surtout que faire si ce n'est pas le cas? On ne va pas attendre l'évaluation de la fin, ça serait quand même dommage, donc on va le vérifier avant. Et on va le vérifier en fait avec des petits exercices tout simples. Donc vous allez le voir sur la diapo suivante. Donc on va réaliser un certain nombre d'exercices d'application qui sont centrés uniquement sur la mobilisation des connaissances. Là, on ne parle pas encore véritablement de compétences, on en reparlera tout à l'heure. Donc ça va être par exemple le premier exercice, si tu peux revenir en arrière s'il te plaît Adita. Ça va être le premier exercice par exemple, c'est sur l'utilisation du vocabulaire spécifique. On va aussi avoir des questions factuelles sur l'exercice 2, donc des questions de cours comme on a l'habitude de dire habituellement. Et donc à la diapo suivante, on va par exemple voir aussi que à l'issue de la vérification là, qui va être faite avec des petits exercices très simples, les élèves en fait vont être capables d'identifier s'ils sont en difficulté ou si ils pensent qu'ils maîtrisent les connaissances attendues de ce cours noyau, qu'ils l'ont bien appris, bien maîtrisé, bien mémorisé. Et en fait, dans le cas où ça arrive évidemment, des élèves auraient présenté des difficultés, et on va leur proposer de nouvelles activités de remédiation pour consolider, c'est le terme de ces exercices-là, de consolidation des connaissances qui sont mal maîtrisées, et on va notamment les consolider en leur proposant des exercices
un peu axé sur la compréhension pour mieux comprendre finalement les connaissances qu'ils vont devoir assimiler. Et donc, la diapo suivante va nous le montrer. Donc, pour tous les élèves, par exemple, donc la maîtrise n'est pas satisfaisante, on reprend en fait les connaissances essentielles et on va retravailler cette compréhension de façon peut-être un peu plus claire. Donc là, ces fiches-là, par exemple, elles sont construites, si vous les connaissez, sur les 3-4 points clés qui sont indiqués dans les fiches ressources EduSchool et qui sont très, très explicites et très bien faits. Alors, à la diapo suivante, que se passe-t-il maintenant pour les élèves qui, eux, maîtrisent le cours noyau, dont la maîtrise est satisfaisante? Alors, on va leur proposer maintenant, désormais, d'approfondir, une phase d'approfondissement qui va être centrée sur un travail complètement différencié, mais un travail par compétence. C'est-à-dire qu'on va vraiment élargir ce noyau-là, on va l'approfondir, mais avec un travail par compétence. D'accord, très bien. Et donc, quelles sont les compétences qui sont travaillées dans cette phase d'approfondissement? Donc, dans cette phase d'approfondissement, 3 compétences disciplinaires systématiquement travaillées, sachant qu'on propose pour chaque thème 5 activités. La première activité est une activité qui permet de travailler la compétence se repérer dans le temps et ou dans l'espace. Vous avez un exemple ici, nous sommes dans le thème 3 d'histoire. On veut approfondir le noyau en amenant les élèves à travailler sur les débuts du christianisme, et en particulier sa diffusion. Les voyages de Paul de Tarse, pour être clair, on ne l'a pas mis dans le noyau, c'est le contenu qu'on veut approfondir. Et pour y parvenir, on va travailler la compétence se repérer dans le temps avec des cartes qui vont permettre de localiser, situer des lieux, des espaces les uns par rapport aux autres. Deuxième compétence que l'on travaille de façon systématique, comprendre un document. Alors cette fois-ci, on propose 2 activités de manière à varier les natures. Ici, par exemple, nous sommes toujours dans le thème 3 d'histoire. Nous voulons toujours approfondir le contenu sur les débuts du christianisme, cette fois-ci sur les pratiques chrétiennes. Et donc, le document qu'on va travailler avec les élèves, c'est l'œuvre d'art. C'est la compétence à comprendre, situer, analyser une œuvre d'art. Et enfin, la troisième compétence qui est systématiquement travaillée dans Itinéraire à la carte, c'est pratiquer différents langages, sachant que nous avons eu le souci sur l'ensemble du fichier de travailler tous les langages qui sont au cœur de nos disciplines, langage écrit, langage oral, langage graphique, langage cartographique, passage d'un langage à un autre. Si on prend l'exemple que vous avez à l'écran, nous sommes dans le thème 3 d'histoire toujours. Cette fois-ci, le contenu qu'on veut approfondir, c'est la romanisation. Et pour ce faire, on va proposer aux élèves de réaliser une carte mentale montrant comment la romanisation s'est produite dans le cas de Nîmes. Typiquement, ce type d'activité peut donner lieu à une activité coopérative. On peut très bien proposer aux élèves de réaliser la carte mentale à 2, ce qui signifie qu'à la fois on pratique différents langages et on coopère et on mutualise. Donc, moyen également de travailler cette compétence-là au moins une fois par thème. Voilà pour les compétences. Merci Anne-Sophie. Comment ces activités d'approfondissement sont-elles construites? Alors, elles sont toutes construites avec la même organisation, en fait, pour faciliter le travail des élèves. Donc, elle commence en fait par une étape de ce qu'on appelle dans le jargon de réitération, c'est-à-dire qu'on va se remémorer en fait ce qu'on a appris dans la leçon, dans le cours noyau, et qu'on va mobiliser à nouveau. Ça va nous servir bien sûr à réaliser l'activité d'approfondissement. Par exemple, sur cet exemple, sur la fondation de Rome, l'élève va se remémorer le repère chronologique vu dans la leçon, et il va se remémorer aussi le personnage majeur de l'histoire romaine qu'on a vu dans le cours noyau et qui a très largement utilisé le mythe de la fondation de Rome. À la diapo suivante, en fait, on insiste beaucoup sur le fait que nous avons 2 itinéraires systématiquement pour chacune des activités d'approfondissement. C'est d'ailleurs ces itinéraires-là qui ont donné le nom à la collection de l'ouvrage, itinéraire à la carte, et pour lesquels, si vous voulez, il va y avoir véritablement une différenciation réelle.
Donc, à la diapo suivante, qui est un peu plus concrète, hein, on peut comparer 2 itinéraires sur une même activité. Donc, en fait, vous voyez que ce sont 2 itinéraires différenciés qui vont déboucher exactement sur les mêmes contenus, mais avec des itinéraires, des parcours différents. Celui de gauche, l'itinéraire 1, vous allez voir qu'il y a un étayage qui est un petit peu plus important. Les questions sont plus fermées. Il y a souvent des réponses un peu moins textuelles, des documents qui peuvent être moins longs aussi ou un petit peu différents. Et puis l'itinéraire 2, on va avoir au contraire moins d'étayage, des questions plus ouvertes, des documents éventuellement plus durs, etc. Donc, si vous regardez, je ne sais pas si vous voyez assez, mais la première question qui est la numéro 2, là, sur cette capture d'écran, par exemple, donner un titre au document, et itinéraire 1 qui va être plus étayé, on propose déjà des titres et l'élève fait son choix en raisonnant par rapport à ça. Donc, on lève éventuellement un blocage de l'écriture pour les élèves les plus fragiles. Itinéraire 2, en revanche, question ouverte, donner le titre et l'élève doit tout rédiger et raisonner, bien entendu. Donc, les itinéraires sont au choix du professeur ou de l'élève, qui peut aussi choisir de partir sur le 1 ou le 2. Et comment est-ce qu'on peut l'attribuer, que ce soit l'élève ou le professeur? On peut s'appuyer aussi, par exemple, sur les bilans diagnostiques qui ont été réalisés au moment de la réactivation. Ces activités d'approfondissement sont toutes accompagnées d'étayage, d'aides, de coups de pouce. Alors, ils sont prêts à être imprimés, ils sont prêts à être découpés et ça a un intérêt de ne pas les avoir directement dans l'activité. C'est que là, du coup, le professeur peut les distribuer aux seuls élèves qui en ont besoin ou les élèves viennent se servir aussi s'ils en ont besoin et ils ne l'ont pas tout de suite sous les yeux. Donc ça, c'est un point qui nous semblait fondamental. À la diapo suivante, en fait, les itinéraires s'accompagnent systématiquement de 2 bilans. Un premier bilan de connaissances qui va permettre d'enrichir la leçon, le court noyau qu'on a vu tout à l'heure, enrichir de nouvelles connaissances, de choses qu'on aura vues en plus, si vous voulez. Ici, par exemple, le récit de Tite-Live. Et c'est un moment, ce bilan de connaissances aussi, où la reprise du professeur va être fondamentale. Où il va expliquer, synthétiser les découvertes, parce que les parcours ont été différents, mais à la fin, il faut qu'on comprenne quand même globalement la même chose. Et puis, il y a un dernier bilan qui est assez important aussi, c'est le bilan de compétences. Alors, il est en auto-évaluation, on n'a pas voulu faire des choses très compliquées, rentrer dans des grilles insurmontables. C'est un bilan en auto-évaluation, donc l'élève va renseigner simplement la maîtrise de la compétence qui a été travaillée. Et vraiment, cette orientation pour un usage élève est fondamentale, notamment si on organise tous ces temps d'approfondissement en plan de travail. Et ça, Anne-Sophie pourra vous en parler tout à l'heure si vous le souhaitez, sur la manière d'utiliser ces fiches approfondissement en temps de travail si vous le souhaitez. Alors, après cette phase de découverte, comment sait-on que les apprentissages ont été efficaces? Donc, effectivement, après les apprentissages, on prépare la phase de l'évaluation de fin de séquence. Vous trouverez dans Itinéraire à la carte 2 devoirs bilan, un qui se trouve dans le fichier et un que vous pouvez trouver dans les compléments numériques. Ce sont 2 devoirs bilan qu'on a construits en parallèle, qui sont de nature équivalente et qui, vous le voyez, s'organisent en exercices qui vont reprendre les compétences travaillées dans les activités d'approfondissement. Par exemple, ici, nous sommes sur le thème de l'histoire. Les élèves ont beaucoup travaillé en approfondissement la compétence à se repérer dans le temps. C'est celle qui est évaluée, enfin, après les apprentissages en guise de bilan. En géographie, cette fois-ci, si on peut montrer, voilà, l'exercice va reprendre la compétence de pratiquer le langage du croquis de paysage, par exemple dans le thème 5 sur habiter un littoral, parce que c'est la compétence qui a été beaucoup travaillée depuis le début de l'année d'ailleurs, et qu'on arrive ici après les apprentissages. Donc voilà, 2 devoirs bilan qui vous sont proposés, et on peut très bien imaginer que l'un d'entre eux servirait à l'élève à s'exercer avant l'évaluation finale, qui, elle, va être réalisée sans étayage,
on peut réserver le temps d'une séance, un exercice d'entraînement qui sera l'occasion d'apporter peut-être une dernière remédiation si les élèves rencontraient des difficultés. Ces devoirs, vous les trouverez également en fichier texte numérique, version modifiable. On a trouvé que c'était intéressant pour les collègues de pouvoir intervenir sur leurs évaluations, notamment d'y ajouter des attendus ou des modalités de consignation des compétences qui pourraient être particulières à vos classes ou à vos établissements. Donc voilà pour l'évaluation qui vient certifier les acquis après la phase d'apprentissage. Alors, dans Itinéraire à la carte, les moments d'évaluation sont nombreux et filés tout au long de l'ouvrage. Comment les élèves sont-ils évalués? Voilà, c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils sont évalués en continu dans Itinéraire à la carte, mais c'est très voulu. Donc, il y a l'évaluation des apprentissages dont je viens de parler. Voilà, cette évaluation certificative réalisée sans étayage qui va nous informer sur le niveau de maîtrise des élèves, qui va vérifier. C'est une des fonctions de l'évaluation, mais ce n'est pas la seule. Évaluer, c'est apprendre, on l'a écrit. Et donc, on a eu le souci de développer dans Itinéraire à la carte la deuxième fonction de l'évaluation qui est d'aider l'élève à apprendre. Aider l'élève, à réguler son activité d'élève en lui disant ce qu'il a réussi, ce qui est difficile et en lui donnant les moyens effectivement de progresser. Quelque sorte, l'informer pas seulement sur ce qu'il sait faire, mais aussi ce dont il a besoin pour mieux faire. C'est le sens des bilans qui viennent après la réactivation dont je parlais. C'est le sens de ces bilans qui viennent confirmer les acquisitions en termes de connaissances au moment de la consolidation. C'est le cas aussi des bilans dont parlait Patrick à l'instant et qui sont les bilans de compétences. C'est la diapositive suivante, je crois, où l'on voit comment, dans les activités d'approfondissement, l'élève, en fonction de critères de réussite qui sont quand même décomposés, comment il pense savoir faire et qui sont en même temps un étayage, puisqu'un élève qui aurait ici un petit peu raté son activité de compréhension d'un document, eh bien, les 4 items qui sont détaillés ici lui donnent la voie à suivre pour progresser à la prochaine étape. Donc oui, c'est vrai que dans Itinéraire à la carte, on évalue beaucoup, plus exactement l'élève s'évalue beaucoup. On peut parler d'autorégulation. Il s'autorégule, une évaluation formative qu'on a voulu développer parce que, effectivement, évaluer, c'est apprendre. Alors, on a parlé des élèves, maintenant parlons des professeurs. Comment sont-ils accompagnés pour mettre en œuvre tout ce dispositif pédagogique? Alors, on n'a pas prévu de livret de profs à part. En fait, le guide, il y a un guide général qui est inclus à l'intérieur de l'ouvrage, qui n'est pas très long. On l'a voulu succinct, mais on espère avoir été assez clair. Donc, un guide général de 4 pages intitulé « Mettre en œuvre la différenciation en histoire-géographie », parce que c'est l'objectif pédagogique de cet ouvrage. Et ce guide explicite toutes nos démarches, les objectifs, les temps forts de chacun des grands moments qu'on a pu vous décrire avant, pendant, après, etc. Et donc, vous avez finalement une sorte de pas à pas qui vous est présenté. Et puis, juste à l'entrée de chaque thème, vous avez 4 à 6 pages aussi de guide qui vous présentent le déroulé spécifique pour chaque séquence. Vous avez notamment des propositions d'organisation horaire. Alors, il faut savoir, par exemple, que tout ce qu'on vous propose tient dans le volume horaire proposé, enfin indiqué par les programmes. Par exemple, pour le thème 2, c'est le clic suivant, vous avez une organisation qui tient en 13 séances, évaluation comprise. Et donc, voilà, nous avons mis un point d'honneur à entre guillemets, faire le programme dans les temps et voilà, essayer de voir que c'était tout à fait possible. Donc, vous avez un guide qui vous explique tout ça, qui vous propose des façons de faire. Ce ne sont que des propositions. C'est un outil que vous pouvez aussi vous approprier librement et vous organiser comme vous voulez pour utiliser les ressources qui y sont présentées. En tout cas, il y a une logique de A à Z que vous découvrirez dans les guides qui sont proposés dans l'itinéraire à la carte. Voilà. Merci.
Parlons maintenant des ressources numériques. Quelles sont les ressources qui accompagnent l'ouvrage? Alors, cet ouvrage, en fait, vous donne accès gratuitement à une version numérique que vous pouvez projeter en cours. Notamment, ce qui est très utile, c'est les photographies nombreuses dans le programme de géographie, notamment toutes les photographies de paysages, mais aussi en histoire. Vous avez les photographies en couleur. Ce qui nous a semblé très important, donc c'est la diapo suivante, on vous propose aussi en PDF toutes les activités corrigées. Vous pourrez ainsi les imprimer, voire les plastifier, hein, notamment si vous vous organisez un plan de travail, et vous en servir en fait comme outil d'autocorrection pour les élèves. Donc les corrections s'adressent aux élèves, s'adressent pas aux professeurs, c'est important de le dire. On n'a pas essayé de refaire des fichiers du SCOL, hein. On a fait des corrections qui s'adressent aux élèves pour qu'ils puissent s'auto-corriger. Donc voilà, à la diapo suivante, on voulait simplement terminer sur cette petite note, vous montrer, rendons à César ce qui appartient à César. Anne-Sophie, c'est elle qui a interrogé ses propres élèves. Tu peux nous en dire un mot, Anne-Sophie, peut-être, je te laisse le mot, vas-y. Bah oui, j'ai demandé à mes élèves, à l'issue d'un plan de travail, ce qu'ils pensaient de la façon dont s'était déroulé le travail. Et donc, ça a été retranscrit sans les fautes d'orthographe. Formidable, c'est bien, on peut aller chacun à son rythme. Et par exemple, si on a fini, on peut aller aider les autres s'ils ont du mal. C'est un élève qui commentait le plan de travail. J'aime cette façon de travailler. On peut choisir l'activité par laquelle on commence et à la fin, on peut partager nos réponses et nos idées. On est libre, on va à notre rythme, ça aide à travailler et à mieux comprendre. Je crois que les élèves avaient mis en évidence la double plus-value, celle de respecter leur rythme d'une part et celle d'éduquer à l'autonomie d'autre part. Merci. Merci à tous les deux pour cette présentation et aux participants pour leur attention. Donc, on va pouvoir passer à la deuxième étape de la présentation. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Je vais les relayer et comme ça, Anne-Sophie et Patrick pourront y répondre. Alors, une première question d'abord. Concernant enfin, tu en as un peu parlé, Patrick, au début, mais peut-être détailler un petit peu pourquoi entrer par le thème et non pas par le chapitre. Oui, je peux revenir rapidement là-dessus. En fait, il faut bien comprendre que les programmes mis en œuvre en 2016 ont été écrits vraiment dans une logique de thème. Et donc, les problématiques et les enjeux finalement de chacun des thèmes sont des enjeux de thème et ne sont pas des enjeux de chapitre. Ça, c'est le premier point. Donc, ça nous permettait de respecter beaucoup plus la logique de thème et vous les voyez apparaître très largement, ces logiques-là, dans les fiches ressources qui, elles aussi, sont organisées par thème et non pas par chapitre. Donc ça, c'était vraiment un point qui nous tenait à cœur. Et le deuxième point, en plus, je vous le redis, c'est que de traiter par thème et non pas par chapitre, c'est beaucoup moins chronophage et ça nous permet de faire le programme dans les temps, de le mettre en œuvre dans les temps. Voilà, donc ce sont quand même des arguments valables, on va dire. Tout à fait. On a une question sur les activités de consolidation et d'approfondissement. Ces activités sont-elles réalisées en classe uniquement? Alors, les activités de consolidation, je te laisse répondre, Patrick. Non, mais on peut faire à deux, Anne-Sophie, il n'y a pas de souci. Alors, nous, on aime bien quand même beaucoup faire, notamment si c'est de la consolidation, ça veut dire qu'il y a eu un problème avant. Donc là, on préfère que ce soit en classe. Si c'est pour juste de la vérification de connaissances, après avoir appris le cours noyau, ça, on peut très bien le donner hors classe, c'est tout à fait possible. En revanche, quand c'est vraiment de la remédiation, notamment parce qu'un élève n'a pas maîtrisé à son sens les exercices de vérification, là, ça me paraît compliqué de le proposer sur le temps hors classe. Quant aux activités d'approfondissement, ce sont quand même des activités compliquées. C'est du travail par compétences. L'observation et le dialogue que vous allez pouvoir mener avec vos élèves
est absolument fondamentale. Et Anne-Sophie, si tu veux rajouter, je t'en prie. Hein. Non, je suis d'accord avec toi, c'est parfait. Effectivement, hein, l'approfondissement et la consolidation, je réserverai ça au temps de classe. Et si on veut externaliser certaines choses, c'est des choses qui demandent à revenir. Les activités à apprendre peuvent être externalisées, je pense. Mais là où il va y avoir, effectivement, mais là où il va y avoir découverte de contenu, je pense que les élèves ont besoin de nous. Et de toute façon, n'oubliez pas que ce qu'on vous propose comme déroulé tient dans les horaires impartis. Donc, bien sûr. Donc. Alors, on a ensuite des remerciements déjà de Vincent qui vous remercie pour ce travail énorme et qui donc a une question également. Le cours noyau est-il distribué au début d'une séquence ou est-il construit progressivement tout au long de la séquence avec les élèves? Est-ce que la feuille, en gros, est-ce que la feuille A3 se remplit directement ou progressivement? Alors, ça reste une feuille A3 pour des élèves de 6e, donc je pense que si vous remplissez tout d'un coup, ça risque d'être quand même compliqué. Néanmoins, ça ne doit pas être un temps trop long. Hein. Sophie, tu parlais de 4 heures tout à l'heure pour le thème 2. L'idée est quand même qu'on est dans une phase assez transmissive. Mais ça ne veut pas dire que la phase transmissive soit synonyme de non-activité pour les élèves. C'est-à-dire qu'on peut très bien proposer une vidéo, le récit du prof en prenant des notes, en expliquant, etc. Ça peut être une petite activité dans le manuel avec les dossiers en histoire. C'est obligatoirement les études de cas en géographie, hein, où là, le programme noyau, en fait, va être consigné au moment de la mise en perspective. Donc, ça va venir après les études de cas, qu'on réduit un petit peu en termes de quantité de travail. Donc, voilà. Donc, plutôt quelque chose de progressif, mais sur un temps qui est quand même assez réduit. Voilà. Anne-Sophie, si tu veux rajouter, je t'en prie. C'est tout à fait ça. Si je prends un autre thème, si je prends le thème 3, donc 3 sous-chapitres, on peut considérer 1 heure par sous-chapitre et on va consigner au fur et à mesure les repères sur Rome, sur les chrétiens, sur les relations avec la Chine d'Iran, par exemple. Mais petit bout par petit bout, tout d'un coup, ça me paraît un peu lourd pour des 6e. On a une question de Catherine qui demande si on peut avoir quelques précisions sur le plan de travail dont vous avez parlé tout à l'heure. Alors moi, je veux bien en parler. Donc, le plan de travail, ça ne nous appartient pas. C'est Freinet hein, qui l'a. Pardon, oui, c'est ça. Hein. Mais Patrick l'a dit au tout départ, quand on a réfléchi, on a essayé de prendre dans différents courants didactiques ce qui nous paraissait intéressant pour gérer l'hétérogénéité. Et on s'est dit qu'après tout, le plan de travail à la Freinet, ça pouvait très bien s'appliquer à l'histoire-géographie. Donc, on vous a présenté les activités d'approfondissement. Elles sont au nombre de 5. Et une modalité pédagogique possible, c'est d'annoncer aux élèves, quand on va démarrer l'approfondissement, qu'on va travailler selon un plan de travail. Alors concrètement, ça veut dire un parcours d'activité où l'élève va pouvoir intervenir, différencier en quelque sorte lui-même son parcours en faisant un certain nombre de choix. Alors, tout dépend les choix que chaque enseignant va autoriser. Moi, dans ma classe, première autorisation, c'est celle de choisir l'ordre dans lequel l'élève va réaliser les 5 activités. C'est pas moi qui vais lui donner, c'est lui qui va choisir. Deuxième autorisation, et je sais qu'on n'est pas tous d'accord là-dessus, moi je laisse l'élève choisir l'itinéraire 1 ou l'itinéraire 2. Alors je regarde quand même, hein, pour pas que les élèves que je sais bien à l'aise prennent systématiquement l'itinéraire 1, mais je laisse ce choix aux élèves. Et puis troisième liberté, entre guillemets, c'est qu'on est en autocorrection. Patrick l'a dit, les corrigés, moi je les fais plastifier, ils sont à un endroit de ma classe. Et quand les élèves pensent qu'ils sont prêts à passer à l'autocorrection, eh ben, je les vois se lever, je les vois aller chercher leur corrigé, vérifier, s'auto-évaluer et arriver à mon bureau pour me faire contrôler leur travail. Alors certainement pas tout ce qu'ils ont fait, mais le bilan dont parlait Patrick, bilan de compétences, bilan de connaissances, et j'autorise le passage à l'activité suivante. Je l'ai dit en introduction, moi je travaille en éducation prioritaire avec les élèves qui ne sont pas les élèves les plus faciles de l'académie de Rennes. Et ce plan de travail, c'est une salle de classe qui se transforme en ruche où tout le monde butine. C'est absolument extraordinaire à regarder.
éducation à l'autonomie. Et moi, je suis libérée de beaucoup d'espace et de temps que je vais pouvoir consacrer à mes élèves en difficulté, mais aussi à ceux qui marchent bien. Il y en a plein, et qui parfois trouvent que le cours d'histoire va pas assez vite, que je vais rassembler à un endroit de la salle pour justement les pousser un petit peu. Donc voilà, c'est du temps qu'on libère, des rythmes qu'on respecte, mais c'est aussi un cadre très réglé, celui du plan de travail. On peut vous orienter vers Sylvain Connac comme référence qui développe vraiment des méthodes extrêmement intéressantes qu'on a essayé également d'expliquer dans le guide pédagogique. J'espère avoir été à peu près claire sur le plan de travail. Ouais. Oui, j'ai trouvé ça très clair, merci. Une autre question sur la phase d'approfondissement, une question de Vincent. Cette phase d'approfondissement est-elle réservée aux élèves pour qui le cours noyau est acquis? Alors, non, je pense pas. Alors, c'est une bonne question parce que ça me permet de revenir aussi sur la double page qu'on vous a montrée tout à l'heure pour les élèves qui ne maîtrisaient pas le cours noyau. En fait, les exercices qu'on va leur proposer à nouveau pour apprendre le cours noyau, on va les intégrer dans cette phase d'approfondissement, même si ce n'est pas de l'approfondissement, c'est-à-dire qu'on va leur enlever une activité. Donc, tous les élèves vont faire l'approfondissement quand même parce que c'est un travail par compétence. Et il y a les activités d'itinéraire 1 sont quand même abordables en termes de mobilisation des compétences, même si on a une certaine fragilité au niveau des contenus, au niveau des connaissances. Donc, ils vont quand même pouvoir faire sans problème les activités d'approfondissement en itinéraire 1. Voilà, essentiellement. J'ajouterais que Oui, pardon. J'ajouterais juste que effectivement, on a des élèves qui seront encore un peu fragiles sur le noyau avant de démarrer l'approfondissement, mais que les activités d'approfondissement viennent consolider le noyau. On est dans de la réitération, on revient sur des choses qu'on a déjà vues et au fur et à mesure, ça s'ancre. La seule particularité, c'est que peut-être ces activités d'approfondissement, les élèves que vous repérez comme ayant vraiment une fragilité dans la maîtrise du cours noyau, ceux-là seront certainement moins autonomes et vous aurez plus d'observation et de dialogue à effectuer avec eux. Voilà, c'est certainement ça, surtout à ce niveau-là, que il y aura une différence par rapport aux autres élèves qui vont vraiment être en autonomie et vous allez voir, souvent ça dépote, hein, Sophie, ça court dans tous les sens, donc c'est intéressant. Voilà. Donc, vous venez partiellement d'y répondre, mais je la pose quand même parce que ça rejoint, c'est deux questions qui se rejoignent. C'est une question de Laurence. Les élèves les plus fragiles dans leur apprentissage arrivent-ils à faire tous les itinéraires 1 d'approfondissement, d'après votre expérience? Vas-y, Anne-Sophie. Ouais, non, parfois c'est trop difficile. Alors Patrick l'a dit tout à l'heure, on a donné la possibilité de coups de pouce qui viennent compléter un itinéraire 1. Donc là, le professeur peut découper cette aide et débloquer, effectivement. Et sinon, pour des élèves fragiles, oui, il va y avoir besoin d'une aide qui parfois n'est que relire, mais à haute voix la consigne. Donc, ils peuvent encore avoir besoin de nous pour l'itinéraire 1, bien sûr. Ou d'un camarade d'ailleurs, qui va pouvoir relire également la consigne. Ce sont des activités accessibles à tous les élèves, mais qui pour certains vont demander quand même encore un éclairage. Très bien. Alors, on a une autre question d'Emmanuel, un peu plus pragmatique. Combien de photocopies par élève pour un thème, surtout s'ils peuvent choisir leurs activités et donc il faut prévoir plus de photocopies que de nombre d'élèves. Ouais, c'est une logistique qui est importante, on ne vous le cache pas, parce que justement, les plans de travail notamment, ça demande beaucoup de photocopies. J'ai envie de dire, un point négatif dans ce qu'on nous propose, très certainement, faut pas se le cacher, c'est de l'organisation un petit peu. L'avantage, c'est que si vous avez plusieurs classes et les mêmes niveaux sur plusieurs années, vous pouvez réutiliser de toute façon les photocopies qui n'ont pas été utilisées. Mais ça demande un tout petit peu de gymnastique comptable, entre guillemets,
pour bien savoir. Après, vous pouvez, si c'est vous qui imposez l'itinéraire, donc là, vous savez à l'avance, il n'y a pas de souci. Si en revanche, vous faites à la carte et que ce sont les élèves qui choisissent, forcément, il faut que vous prévoyiez un tout petit peu de marge. Oui, nécessairement. Anne-Sophie, Oui, tu peux sans rajouter. avoir le double jeu, hein, parce qu'on connaît quand Ah même bah à non, peu près nos élèves, vous effectivement. connaissez. Alors, une autre question de Céline. Avez-vous commencé à explorer cette méthode pour les autres niveaux de collège? Oui, bien sûr. Super. Et on est Ouais. en train de travailler en 3e. Alors, on va mettre de la pression sur nos éditrices, mais on devrait normalement vous poser la même chose en classe de 3e l'an prochain. Voilà. Ouais, juste pour dire que quel que soit l'âge de nos élèves, ça marche hyper bien, quoi. Ah oui, bien Effectivement, sûr. Et si ça en peut vous 3e. rassurer, moi je le fais en lycée aussi. Justement, j'allais relayer une question de Benoît à ce propos, qui vous remercie pour cette présentation et qui demande si cette méthode intéressante et enrichissante peut s'appliquer au lycée. Donc, justement, voilà. Bien sûr. Alors avec des adaptations, hein, le cours noyau évidemment est plus dense, on va dire. Hein. Mais si vous êtes en lycée, Benoît, vous savez qu'il y a les points de passage et d'ouverture, il y a les jalons en sciences politiques, donc vous pouvez très bien fonctionner de la même manière avec des approfondissements sur les jalons et en AGGSP. Et sur les points de passage et d'ouverture, vous pouvez très bien fonctionner avec des activités d'approfondissement sur ces points-là aussi. Voilà. Mais bon. Ça serait un autre webinaire, mais avec plaisir. Le sujet est vaste. Alors, peut-être une question qui s'adresserait plutôt à Anne-Sophie. Qu'est-ce que cette méthode vous a apporté personnellement en tant qu'enseignante? Vous avez parlé de vos élèves, maintenant plutôt vous concernant. Alors, je vais parler en mon nom et puis celui de tous nos camarades d'itinéraire à la carte et du groupe de formateurs de Rennes. Beaucoup de plaisir à voir nos élèves travailler, à se motiver. Ça, c'est déjà énormément de plaisir. Et puis une vraie satisfaction professionnelle, je vais dire presque personnelle, ouais, mais de voir nos élèves ancrer durablement des connaissances, parce que c'est l'objectif, hein, qu'ils apprennent, et on les a vus mieux apprendre. Parce qu'on respecte des rythmes, parce qu'on est plus disponible, parce qu'on gère peut-être mieux l'hétérogénéité dans nos classes. Donc de ce point de vue-là, une très très grande satisfaction également. Voilà, mieux répondre aux besoins, je crois que pour un enseignant, c'est considérable. Donc voilà, du plaisir à les voir travailler et à les voir progresser. C'est certain. Très bien. Je regarde si je vois d'autres questions qui apparaissent. Alors, peut-être parler de qui achète le fichier, enfin, qui peut acheter ce fichier photocopié dans les établissements. Bah alors là, c'est des décisions d'équipe. Hein. En fait, le fichier, c'est les équipes qui vont l'acheter sur les crédits d'enseignement si vous en avez, si vous en reste encore un petit peu. Et donc ça met quand même en œuvre l'intégralité du programme de 6e. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que un collègue peut être très intéressé de mettre en œuvre l'intégralité de la démarche sur tous les thèmes ou un seul thème dans l'année pour tester. Et puis d'autres collègues qui sont moins intéressés, et c'est tout à fait louable, il n'y a pas de souci, peuvent piocher par contre des activités à donner à leurs élèves. Donc en fait, c'est un achat qui est groupé hein, pour tous les collègues d'un établissement. C'est plutôt comme ça que nous, on l'a conçu. Après, on peut toujours l'acheter individuellement, il n'y a aucun souci. Mais voilà, c'est une idée d'avoir un outil ressource dans le labo d'Histoire Géo, avec lequel, si vous voulez, chacun peut y trouver son compte, soit mettre en œuvre tout, soit un petit bout, soit piocher des ressources, des idées aussi. Voilà, il y a plein de façons de faire. En tout cas, on n'est pas du tout injonctif sur quoi que ce soit. C'est une ressource et chacun en fait ce qu'il veut, bien entendu. Voilà.
Merci Patrick. Bon, à part plein de remerciements dans le fil de questions, je crois qu'on a fait, on a fait le tour. Donc, il ne nous reste plus qu'à vous remercier de nous avoir consacré 1 heure de votre temps cet après-midi. Merci Anne-Sophie et Patrick et à bientôt. Merci beaucoup. Merci.